On lui avait dit que c'était impossible, alors il l'a fait. Dans notre série Investisseurs de légende, on va aujourd'hui parler d'Ed Thorpe, l'investisseur qui a battu le casino, qui a fait sauter la banque, et ce, pas une unique fois, mais de façon régulière et à plusieurs jeux, notamment le blackjack et la roulette. Cet investisseur de légende est du type hyper rationnel, un physicien mathématicien de génie qui focalise beaucoup sur la probabilité des ratios gain-perte. Mais ce n'est pas un mathématicien type rat de laboratoire qui va émettre des théories et les garder dans son bureau. Non, lui, son kiff, c'était de les confronter à la réalité. Et c'est comme ça qu'il a, dans sa jeunesse, battu le casino et s'est confronté plus tard au marché financier où il a établi des performances exceptionnelles. Et c'est donc l'histoire d'Ed Thorpe que j'ai choisi de vous raconter dans cette vidéo sur un investisseur de légende. Cette histoire, elle est racontée dans son autobiographie L'homme de tous les marchés, qui est pour moi un excellent livre de business, de finance, qui, une fois n'est pas coutume, est disponible en français. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Pourquoi investisseur de légende? Car ses performances ont été, sur la durée du fonds qu'il a lancé entre 1969 et 1989, de plus de 19%, soit 16% après les frais qu'il facturait à ses clients, pour un S&P 500 qui, dans la même période, a généré seulement environ 10% de rendement annuel. Donc Ed Thorpe, il a vécu une vie fascinante et je pense qu'à travers ses écrits, son esprit vraiment brillant transparaît à chaque page. Donc dans sa jeunesse, il a grandi dans le sud de la Californie, son père avait servi pendant la Première Guerre mondiale et son enfance a eu lieu pendant la Grande Dépression. Alors même si son père n'avait pas fait d'études supérieures, il valorisait vraiment l'éducation et il faisait tout ce qu'il pouvait pour son fils. L'amour d'Ed Thorpe pour la science s'est développé dans sa jeunesse et dans son enfance à travers ses propres expériences. Celles qu'il faisait à la maison, où il a parfois travaillé avec des explosifs ou de la poudre à canon. Sur les aspects moins dangereux, à un moment donné, il raconte qu'il avait fait l'expérience de mettre du colorant rouge aniline dans la mer à la plage de Long Beach et que tous les autres nageurs sont partis en hurlant. Et dans cette même journée, plus tard, il avait remarqué que du haut d'une colline, on voyait encore la coloration rouge de la mer à ce moment-là, plusieurs heures après. Thorpe savait que sa famille ne pouvait pas se permettre de payer ses études universitaires. Il a donc étudié pour obtenir une bourse par le biais d'un concours d'État en chimie. Il a terminé 4e. Malheureusement, les places qui donnaient accès à la bourse étaient seulement les 3 premières. Il a donc échoué en terminant au pied du podium. Il aurait en fait terminé premier à ce concours s'il n'y avait pas eu un changement de règles par rapport à l'année précédente où les règles à calcul étaient devenues autorisées à ce concours-là. Et malheureusement, Thorpe n'avait pas les moyens de s'offrir une règle à calcul, donc il a dû passer le concours sans règle à calcul pendant que les 3 premiers l'ont eux utilisé. Finalement, cette partie du livre était un peu déchirante, puisqu'on voit un jeune vraiment brillant lutter pour se sortir de la pauvreté, et que finalement il est contrarié par un changement de règles, et justement un déséquilibre entre ceux qui pouvaient se permettre la règle à calcul et les autres. Heureusement, l'année suivante, il a pu passer un test similaire, cette fois en physique. Il a terminé premier et il a eu le choix de plusieurs bourses d'universités d'État et il a choisi l'UC Berkeley pour les options de logement qui étaient plus faciles pour lui et notamment plus abordables. Il a ensuite été transféré à UCLA où il est resté 1 an et a obtenu son doctorat en mathématiques. Son premier emploi post-doctorat était à l'UCLA, mais en moins d'1 an, il a fini par travailler déjà au MIT. Et c'est là qu'on va commencer à entendre parler du casino. Il s'est intéressé au jeu après avoir entendu une conversation sur l'impossibilité de battre la banque. Le consensus était que ce n'était pas possible de battre le casino. Mais Thorpe, lui, n'était pas d'accord. Sa première incursion dans le monde du jeu l'a été avec le blackjack. Il a lu un article scientifique qui décrivait ce qui est maintenant considéré comme un jeu de base. Mais alors que cet article concluait à l'impossibilité de battre la banque, lui l'a amélioré et l'a étendu en supposant des connaissances sur les cartes restantes dans le paquet, en fonction des cartes qui étaient déjà défaussées. Les calculs précédents avaient en plus été faits à la main, mais comme Thorpe enseignait au MIT, il avait accès à l'ordinateur IBM 704 de l'université. Et cela lui a permis de calculer plus de possibilités que les combinaisons de 3 cartes qui étaient dans l'article de base initial. Et cela lui a permis de calculer les probabilités pour plus de possibilités que les combinaisons de 3 cartes de départ, postulat sur lequel était parti l'article de départ. Il a commencé par enlever des ensembles de cartes du paquet pour voir l'impact sur la probabilité qu'un joueur batte le croupier.
Il s'est avéré que retirer les cartes basses du paquet pouvait donner aux joueurs un léger avantage. Alors qu'en retirant les cartes comme les As ou les figures, les cotes penchaient alors davantage en faveur du croupier. Thorpe a étendu cette idée en incorporant le critère de Kelly, donc qui est un ratio mathématique, pour savoir combien parier lorsque le paquet était en votre faveur. Puisqu'effectivement, même si vous avez une probabilité de 55% de gagner, elle ne va pas forcément arriver du premier coup. Et donc, il ne faut pas cramer trop vite le montant que vous êtes prêt à jouer, si vous voulez vraiment arriver à faire sauter la banque du casino. Et finalement, il a transformé toute cette théorie en système pratique qui impliquait de compter les cartes hautes et de parier lorsque le paquet avait un certain nombre de cartes en votre faveur. Et donc, il a transformé cette théorie en système pratique qui impliquait de compter les cartes hautes qui étaient déjà sorties et de parier lorsque le paquet avait un certain nombre de cartes finalement restantes en votre faveur. Il a testé ces systèmes à Las Vegas pour vérifier qu'ils fonctionnaient avec des amis et il est reparti avec pas mal de billets et il a réalisé de véritables gains et des gains substantiels comme cela. Il a publié ensuite les stratégies dans un livre Beat the Dealer. Et finalement, la renommée qui a accompagné la publication de ce livre l'a obligé à se déguiser en costume et à se faire passer pour différents personnages afin que les casinos ne le reconnaissent pas quand il revenait jouer. De leur côté, les casinos ont un peu changé le système pour qu'on puisse moins compter les cartes restantes, etc. Ils se sont adaptés avec des paquets de cartes, au lieu d'en mettre un, en mettre 8 à la fois, etc. pour finalement un peu contrer les stratégies que Thorpe avait mises en place. Donc finalement, il a obligé les casinos à changer la façon dont ils opéraient. De toute façon, une fois qu'il avait prouvé que sa stratégie fonctionnait et qu'il avait empoché des gains substantiels, Thorpe ne trouvait plus trop d'intérêt sur aller battre le casino au blackjack. Le défi était réalisé, lui ce qui l'intéressait c'était le défi intellectuel un peu, et donc il a voulu passer à autre chose. Et sa passion suivante a toujours été pour un jeu de casino, mais cette fois pour la roulette. Alors effectivement, il se dit je vais pouvoir battre la roulette. Alors on se dit la roulette, voilà, c'est physique, c'est une bille, c'est une roue qui tourne, il ne suffit pas de compter les cartes en gros. Alors qu'est-ce qu'il nous a inventé notre ami Ed Thorpe pour battre le casino à la roulette? Il a voulu utiliser cette fois la physique pour prédire le numéro exact sur lequel la bille allait s'arrêter. Il a acheté une roulette pour essayer de s'entraîner et faire les expériences chez lui et à l'université. Et il s'est associé à un autre universitaire qui s'appelait Claude Shannon. Et finalement, ils ont développé des modèles basés sur la physique qu'ils pouvaient utiliser sur un petit ordinateur portable. Et fait intéressant, finalement, cette invention, c'est ce qui est référencé au MIT comme le premier ordinateur portable au monde. Finalement, il a été fait pour tricher à la roulette. Alors comment il fonctionnait? Il fallait 2 personnes pour le faire fonctionner. Une personne tapait des interrupteurs dans l'ordinateur portable pour connaître la vitesse de rotation et la position de la balle par rapport au rotor en rotation. À mesure que le rotor ralentissait, l'ordinateur utilisait la radiofréquence pour transmettre des tons à la deuxième personne pour indiquer le numéro probable. En raison des imperfections dans la configuration de la roulette qui n'avaient pas été prises en compte, la deuxième personne devait placer des paris sur 5 numéros pour avoir la meilleure chance de parier sur le gagnant. Ces paris supplémentaires réduisaient finalement le profit d'un seul spin, mais elles augmentaient les rendements globaux et donnaient à Shannon et Thorpe un avantage sur le casino. Le duo a testé ce système avec leurs épouses lors d'une visite à Vegas. Le système avait ses défauts car la technologie de l'époque nécessitait que des fils soient tirés jusqu'au petit écouteur. Et les fils se cassaient souvent. Pour couvrir les fils, ils utilisaient du chewing-gum et du maquillage, mais cela tombait souvent en jouant. Tout comme le blackjack, une fois que Thorpe et Shannon ont prouvé que le système était rentable dans plusieurs casinos, ils ont fini par perdre tout intérêt pour le projet. Et après, finalement, un peu ces jeux d'universitaires, 2 mathématiciens physiciens brillants qui a battu le casino, Thorpe s'est attaqué au monde de la finance. Alors comment il est tombé dans la marmite de l'investissement? Eh bien, finalement, il a d'abord investi une partie des gains qu'il avait fait au casino en bourse. Mais Thorpe admet qu'à ce moment-là, il n'avait pas fait beaucoup de recherches sur le sujet et donc il a perdu une partie de ses gains. Cette première perte sur sa première aventure en bourse dans l'achat d'entreprise l'a poussé à développer un système d'investissement neutre par rapport au marché. C'est-à-dire un système théoriquement gagnant que le marché monte ou que le marché baisse. Notamment dans le cadre de ses recherches académiques, il a développé une formule pour la juste tarification des options. Et ça lui a permis finalement de voir quand il y avait un décalage entre le prix de l'option ou du bon de souscription sur le marché et son prix théorique. Et donc, quand ce prix de l'option était mal évalué par rapport au prix de l'action, eh bien, il pouvait faire des arbitrages. Si par exemple, l'option d'achat était sous-cotée, eh bien, il achetait cette option d'achat et il vendait à découvert l'action sous-jacente.
Ce qui faisait que globalement, il avait un pari neutre. Et comme l'option n'était pas à sa véritable valeur intrinsèque, finalement, c'est comme ça qu'il générait son rendement. Alors, il a commencé à utiliser cette approche avec son propre argent, mais il a finalement ouvert un hedge fund qui s'appelait Preston Newport Partners pour disposer de plus de capital. Et finalement, sa formule de tarification des options, elle a finalement été découverte par Fisher Black et Myron Scholes, et ils l'ont publié dans un article académique. C'est la fameuse formule de Black and Scholes qu'on connaît sur les options. Mais le premier à l'avoir utilisé et finalement à l'avoir inventé, ce n'a pas été Black and Scholes, mais ça a été notre investisseur de légende qui a battu le casino, Ed Thorpe. Black and Scholes, en fait, l'ont développé à travers l'extension du travail que Thorpe avait publié dans le livre Beat the Market. C'est ce fameux fonds qui a généré 19% avant fees de rendement annuel entre 1969 et 1989. Thorpe a finalement ensuite fermé Preston Newport Partners car il avait évolué vers les aspects de son travail qu'il n'aimait pas vraiment et il voulait passer plus de temps avec sa famille. Plus tard, il a créé un autre fonds de couverture qui s'appelait Rejoice Partners, axé sur l'arbitrage statistique. On n'était pas forcément sur les options, mais on était encore vraiment dans de l'arbitrage mathématique et statistique qui reposait sur la réversion à la moyenne, la non-corrélation avec le marché et finalement toujours un peu ce qu'on retrouve dans sa vie, des paris sur des probabilités gains-pertes finalement entre l'ampleur des gains et des pertes et les occurrences des gains et des pertes qui sont favorables. C'est ce qu'on retrouve finalement dans la philosophie d'Ed Thorpe tout au long de sa vie. On garde cet aspect de scientifique natif de sa jeunesse qui faisait des expériences, etc. Il a toujours eu ça quand il a essayé de battre le casino ou dans ses investissements. Il se plaçait dans des situations favorables de probabilité. Donc il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre. Parmi les autres anecdotes intéressantes, on peut citer par exemple que Thorpe a découvert que Bernie Madoff dirigeait une escroquerie de Ponzi dès 1914. En tout cas, il a fortement supposé, et je crois qu'il y a des traces qui le prouvent dans le livre de mémoire, et c'est-à-dire qu'en gros, il avait compris que Madoff c'était un Ponzi 17 ans avant le reste du monde. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de la biographie d'un investisseur comme ça? Eh bien, on peut en tirer des parallèles intéressants entre le jeu, la vie et l'investissement, et qui va nous donner certaines leçons assez profondes à garder en mémoire. J'en ai retenu 7 essentielles. Ed Thorpe, il assimile notre cerveau à un ordinateur et il dit l'apprentissage, c'est comme ajouter des programmes grands et petits à cet ordinateur. Lui, il aimait apprendre et expérimenter. Pour lui, la curiosité, ça peut aider dans de nombreux domaines et de nombreux aspects de la vie. En tant qu'apprenant et penseur critique, il préférait vérifier les choses par lui-même, qui est une règle qui est vraiment récurrente et qui se retrouve tout au long de son livre. C'est pareil dans la vie, il abordait la vie de manière rationnelle et il réservait son jugement jusqu'à ce que les preuves arrivent. Et on sait que les investisseurs les plus rationnels ont toujours un avantage sur les investisseurs plus émotionnels. Je vous renvoie à ma vidéo sur les biocognitifs pour les connaître et essayer de rester le plus rationnel possible. Deuxième thème, c'est l'avantage du joueur. Thorpe voit le jeu comme de l'investissement simplifié en fait. Et il insiste sur une règle qui peut paraître assez évidente mais qui est souvent oubliée. Nous ne devrions participer qu'à des jeux favorables pour nous, que nous comprenons et où nous avons un avantage. Peut-être ce que d'autres comme Warren Buffett appellent finalement le cercle de compétences. Le succès initial de Thorpe, par exemple, au blackjack, était attribué à son système supérieur à une époque où le marché était relativement inefficace, ignorant et superstitieux. Mais ce qu'il faut voir également, c'est que même si vous avez un avantage ou un système gagnant, cela ne garantit pas les résultats. Le défi, ça va être d'arriver à le mettre en œuvre et il va y avoir également une courbe d'apprentissage. Pour Thorpe, les premières pertes, que ce soit dans son jeu ou dans l'investissement, elles n'étaient pas toutes mauvaises si elles contribuaient de manière significative à son éducation à long terme. Également, son parcours finalement insiste sur le fait que la patience et la discipline sont essentielles. Thorpe pratiquait par exemple le comptage de cartes dans des conditions simulées pour s'entraîner, et que pour que les conditions soient parfaites dans son entraînement, il allait jusqu'à inclure des distributions de cartes très rapides, des pièces enfumées et des conversations informelles tout autour de lui lors de ses entraînements, pour reproduire les conditions du réel. La troisième leçon ou troisième parallèle, ça va être que la vie est un mélange de chance et de choix, et que la chance peut être considérée comme les cartes qui vous sont distribuées dans la vie, et le choix est la manière dont vous les jouez. Il y en a d'ailleurs pas mal qui comparent parfois l'investissement au poker. Vous avez au départ un jeu qui est plus ou moins bon, et après, vous avez par contre des façons différentes de jouer de vos cartes qui vont avoir trait à vos compétences, à votre expérience, à votre apprentissage du jeu. Et vous allez également devoir être conscient de votre environnement.
la compétence ou non de vos adversaires, leur style de jeu, votre position à la table, etc. Et finalement, c'est tout ce facteur multidimensionnel que l'on retrouve parfois dans l'investissement immobilier, par exemple. La quatrième leçon, c'est d'avoir confiance d'une certaine réflexivité dans le jeu ou dans l'investissement. Quand le système de Thorpe au blackjack a commencé à être bon et que ça s'est su, finalement, les casinos ont pris des contre-mesures pour le contrer. De même, quand il avait trouvé sa formule gagnante sur les options, finalement, elle a été trouvée par d'autres, rendant les stratégies qui étaient basées dessus relativement inefficaces. Donc finalement, les stratégies gagnantes attirent l'attention et les contre-mesures. Et si on a une stratégie gagnante et qu'on veut en profiter, il vaut mieux la garder secrète. Donc en gros, quand on vous fait la publicité de vous vendre des stratégies quantitatives gagnantes de trading, finalement, la personne qui a inventé cette stratégie, si elle était vraiment gagnante, il n'aurait aucun intérêt à vous la diffuser et il aurait plutôt intérêt à la garder secrète parce que c'est la seule chose qui garantit qu'elle va rester efficace finalement. Donc souvent, les pubs pour des méthodes ou des formules de trading, ce sont des scams. La cinquième input du livre, c'est que Thorpe dit qu'il existe deux types d'investisseurs, les économistes d'une part et les théoriciens de l'information d'autre part. Et pour lui, les économistes ont tort et échouent, et les théoriciens de l'information gagnent. On voit vraiment son aspect mathématicien-théoricien. Le sixième input intéressant, c'est la distinction que fait Thorpe entre les satisfacteurs, je ne sais pas si le terme exact existe en français, et les maximisateurs. Finalement, il établit une distinction intéressante entre ces deux catégories de personnes. Les maximisateurs vont rechercher la meilleure offre possible, tandis que les satisfacteurs cherchent des résultats suffisamment bons compte tenu de leur coût d'opportunité. En matière d'investissement, le coût de la recherche impose une tension entre une prise de décision optimale et pratique. Devrions-nous acheter l'actif maintenant ou devrions-nous attendre et chercher quelque chose de meilleur ou une opportunité de cet actif-là à un prix plus intéressant? Il y a quelques réflexions sur la question et Thorpe il va jusqu'à faire des modélisations mathématiques et il illustre par exemple même avec des problèmes de la vie courante où il a modélisé de façon mathématique le problème du mariage. Finalement, on a un peu le même cas de figure dans le problème du mariage. Faut-il se fixer aujourd'hui ou continuer à chercher dans l'espoir d'un meilleur partenaire demain? Alors, si on se base sur les pures mathématiques, apparemment, la stratégie optimale, nous dit Thorpe pour ça, ce serait de rejeter les 37 premiers pourcents de vos prospects avant de choisir le prochain prospect qui arrive et qui sera meilleur que les premiers 37%. Sinon, si vous ne optez jamais, vous allez arriver à la dernière personne de l'ensemble et choisir par défaut. D'ailleurs, moi, si je suis célibataire aujourd'hui, c'est peut-être que j'ai été un peu trop un maximisateur de ce côté-là. Mais en tout cas, c'est un résultat qui est intuitivement bizarre et qui rappelle les complexités de la théorie de la recherche, finalement. Et le problème du mariage, on va dire, c'est un problème relativement simple par rapport à l'investissement qui est beaucoup plus délicat et beaucoup plus multifactoriel. Les petits investisseurs ne vont pas avoir en tout temps les ressources, l'information ou le temps pour maximiser ou optimiser leurs fonctions de recherche et d'évaluation. Enfin, le septième input, ce sont sur les marchés efficients. Alors, on a des adeptes des marchés efficients dans les investisseurs, des marchés non efficients, mais souvent, les adeptes des marchés non efficients, ce sont des investisseurs, des gérants de fonds en fonction. Et là, on a quelqu'un qui est à la retraite finalement, qui a été un des meilleurs mathématiciens de tous les temps, et qui nous dit que les marchés ne sont pas tout le temps efficients. En gros, ils disent qu'il ne faut pas décliner l'hypothèse des marchés efficients, mais qu'il faut quand même être conscient qu'ils ne sont pas tout le temps, et que donc l'intérêt, c'est de savoir dans quelle mesure ils ne sont pas. Et finalement, l'histoire nous montre une longue liste de contrefaits à l'hypothèse des marchés efficients. Pour Thorpe, en fait, nous nous attendons à ce que les investisseurs soient rationnels et que les prix intègrent immédiatement de nouvelles informations. En inversant cela, nous pouvons voir pourquoi les marchés sont parfois inefficients. D'une part, l'information peut se diffuser lentement et parfois à un petit nombre d'auditeurs. C'est le cas des informations d'initiés officieuses, entre guillemets, qui ne sont pas déclarées. On le voit un peu parfois sur les small caps en bourse, ou parfois les cours bougent juste parce que des petits salariés qui ne sont pas forcément dans les comités de direction de l'entreprise font des mouvements sur la valeur, ou leur famille, ou etc., ou leurs connaissances. Et d'autre part, nous ne sommes pas toujours rationnels et n'avons pas la capacité d'incorporer pleinement les informations utiles. Alors, cela suggère finalement plusieurs façons de battre le marché. Premièrement, obtenir des informations de meilleure qualité et ou plus opportunes. Deuxièmement, être plus discipliné et rationnel que la moyenne. Troisièmement, développer ou trouver un système d'analyse supérieur. Et quatrièmement, profiter des erreurs de prix avant que la foule ne les élimine.
chacun étant bien sûr plus facile à dire qu'à faire. Donc voilà, ce livre, L'homme de tous les marchés, dont je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo avec mes propres livres sur la bourse et l'immobilier, je trouve que c'est un livre d'investissement très intéressant, différent de ceux qu'on a l'habitude de lire, puisque finalement Ed Thorp, c'est plutôt un investisseur quant, peut-être le meilleur investisseur quant de tous les temps, qui une fois n'est pas coutume en plus, ce livre est disponible en français. Alors peut-être que les stratégies qu'il a employées de purement quantitatives des premiers hedge funds finalement ne sont plus applicables aujourd'hui, mais néanmoins, comme je vous l'ai montré, dans tout le livre, Ed Thorp fait un parallèle entre la vie, l'investissement, son expérience, etc. C'est un livre très riche et je vous conseille vraiment de le lire au-delà de ce que je vous ai raconté dans cette vidéo. J'ai particulièrement apprécié les passages sur sa jeunesse qui mettaient en valeur son amour pour l'apprentissage, pour la science et sa capacité à surmonter l'adversité. Les histoires de casino sont également fascinantes, très amusante et très intrigante. On se dit que ce n'est pas possible de battre le casino et lui, il a réussi à le faire. Et finalement, j'aime bien quand un mathématicien, il veut appliquer des idées théoriques dans le monde réel, qui met les mains dans le cambouis, qui se salit les mains et qui ne reste pas dans des théories fumeuses qui sont inapplicables. D'ailleurs, Ed Thorp envoie quelques scuds contre telles que théories de gestion des risques à la mode dans le monde bancaire, etc., que je connais bien. Et je pense qu'il n'a pas tort. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez que je continue la série Investisseurs de légende, dites-le moi en commentaire. Mettez des petits likes et des commentaires pour soutenir la chaîne. Et abonnez-vous à celle-ci si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt sur Blog Mes Investissements et la chaîne YouTube associée.